La spécificité du domaine de la lutte contre la manipulation de compétitions sportives par rapport au dopage et la protection des spectateurs, par exemple, est le fait que ce thème est devenu un thème de priorité que depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas à dire que ça n'existait pas avant. Il y a des cas que ça existait dans les anciens Jeux olympiques, dans le début des années 1900, dans le baseball aux États-Unis. Donc on sait bien que c'est un problème à l'échelle mondiale et que ça existait. Mais pour vraiment traiter le sujet, ça on ne faisait pas avant. Et cette convention du Conseil de l'Europe qui a été adoptée en 2014, c'est la première fois qu'on a un texte juridique contraignant pour lutter contre ça. Et la spécificité, c'est que ça se voit très rapidement que c'est dans le domaine, c'est plus criminel. C'est plus évident que c'est plus criminel que le dopage, par exemple. Et à la fois, c'est moins évident à savoir exactement de quoi on parle dans ce domaine. Ça implique beaucoup de différents types d'acteurs, ce qui est aussi vrai pour la sécurité-sûreté, notamment qui implique la police, les forces de police, plus de sécurité, et l'antidopage qui implique aussi des ministères de santé, des acteurs dans la santé, dans le domaine de santé. Mais la manipulation, ça implique en tant qu'elle, non seulement la police judiciaire, mais aussi les procureurs, les opérateurs et les régulateurs des paris, parce que ça fait partie aussi, plusieurs ministères de justice, d'intérieur, de sport, de customs, par exemple, aussi, etc. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, qui donne sa complexité. Et aussi, il n'y a aucune législation. Donc, pour le moment, pour les criminels, il y a peu de risques. Il n'y a pas beaucoup de risques parce que les sanctions sont très basses. La législation, si elle existe, n'est pas très forte, mais les gains sont très, très élevés. Ce qu'ils peuvent gagner à manipuler les matchs ou les compétitions, c'est énorme par rapport à la risque qu'ils encourent, en fait, en même temps. Le développement des paris sportifs est un facteur de risque dans le domaine des manipulations des compétitions sportives pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que c'est l'échelle à laquelle les paris augmentent. Il y a des paris, on peut parier sur tout. On peut parier sur un coup franc, on peut parier sur un service en tennis, on peut parier sur absolument tout. Et les offres de paris, c'est aussi c'est énorme. C'est avant match, pendant les matchs. Et donc l'opportunité, quand il y a une possibilité, l'opportunité pour l'abuser, elle est toujours là. Et l'autre facteur à prendre en compte, c'est que quand on pense au pari comme un facteur qui est un risque, on a tendance en ce moment à mélanger. On a tendance à traiter ce facteur de risque comme l'objectif principal de la part des gens qui souhaitent truquer les matchs. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est des gens qui manipulent des compétitions sportives pour bien d'autres raisons. Pour gagner, bien sûr, la plupart du temps, c'est pour gagner l'argent, mais que les paris sportifs, c'est une conséquence. Et quand on essaye de lutter contre la manipulation, cette risque, elle est souvent peut-être traitée de manière limitative, parce qu'on le traite comme si c'était l'objectif principal et on a tendance à peut-être rater d'autres vraies intentions, et donc la législation qui est mise en place des fois est limitative aussi. Mais ça, c'est une autre raison pourquoi en fait les paris aussi, on se focalise beaucoup sur ça comme un risque en tant que tel, mais il ne faut pas l'isoler.
comme risque en général. Une autre raison, c'est aussi que quand on parle des paris, surtout en Europe, l'UE, par exemple, il y a une législation, il y a plusieurs législations en place, réglementation, régulation, etc. Mais sur le monde de paris en général, les pays ont plus d'indépendance. C'est pas aussi harmonisé que d'autres domaines de droit. Mais pour les paris, ils ont indépendance à gérer eux-mêmes à quel point ils veulent avoir des licences, par exemple. Donc, dans beaucoup de pays, il y a un système de licence en place. Si on n'a pas une licence pour offrir un pari dans mon pays, vous pouvez pas offrir un pari. Donc, si on pense à libre circulation des services, c'est un peu plus limitatif. Et le Conseil de l'Europe, dans sa convention, a plusieurs définitions. Donc, ils définissent pour la première fois ce que c'est la manipulation de compétition sportive, une définition qui a été adoptée par le CIO, etc., mais aussi sur ce que c'est le pari illégal, par exemple les paris suspects, etc. L'inégalité entre les compétiteurs peut très bien être une cause pour être attiré vers manipulation de sa compétition. À ce que j'ai vu avec plusieurs pays, c'est que souvent ils traitent ça comme un facteur de risque. Peut-être une vulnérabilité. Donc quand on prend le foot, tu peut avoir dans une compétition nationale, par exemple la Coupe de France, on peut avoir une équipe de troisième division qui joue contre une équipe de première division. Donc il y a une grosse inégalité et oui, c'est très facile pour quelqu'un d'aborder un joueur et dire allez, vous allez perdre de toute façon, donc pourquoi pas me faire rentrer 3 buts. Il faut juste 3 personnes sur le terrain, le gardien et peut-être 2 défenseurs pour avoir ça. Donc oui, ça peut arriver. Alors traiter ça, c'est par la prévention, éducation, ce que fait beaucoup on essaie à mettre en place ça. La convention, elle a un article précis pour donner une obligation positive aux autorités publiques de supporter leurs organisations sportives, mais pas que ça, aussi les loteries par exemple, la police aussi, pour mettre en place des programmes d'éducation pour justement les athlètes, les autres staffs sur et autour des terrains de jeu, etc. Parce que ça peut être un gros risque. Oui. Il y a un lien entre la visibilité des compétitions sportives et la manipulation de ces compétitions, mais peut-être pas aussi évidente qu'on croit. Pensez à ça, si une compétition est moins visible, ça veut dire qu'on peut faire plus pour manipuler autour, parce que elle est moins susceptible à être perçue ou suivi par des instances de police, par exemple, ou par ailleurs des régulateurs des paris, etc. Et moins suivi de manière monitoring. Donc c'est souvent, j'ai pas les chiffres et c'est pas tout le temps, mais c'est souvent les niveaux plus proches à un niveau amateur ou plus petits en taille et public qui sont plus susceptibles à être manipulés, puisque les athlètes ou l'arbitre, par exemple, est plus abordable. Dans ces cas, ils sont peut-être moins payés aussi, parce que moins visible, ça veut dire niveau plus basse, ou plus petit sport aussi. Et par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer la compétition féminine, parce que elle est moins visible. Jusqu'à récemment, même par exemple la Coupe du monde féminine de football était beaucoup moins visible que masculine, et donc plus susceptible à être pour des gens d'être abordés. Et aussi, si on pense que c'est moins visible, c'est moins important, il peut y arriver qu'on
sensibilise moins aussi les acteurs dans ce domaine, ce qui n'est pas du tout, devrait pas du tout arriver, et il y a beaucoup de pays qui travaillent pour avoir plus d'égalité sur la prévention et l'éducation aussi. Alors, pour atténuer les risques de manipulation de compétitions sportives, comme les criminels utilisent beaucoup de moyens technologiques, ils tombent sur les gens qui luttent contre ça pour faire le même. Dans le domaine, par exemple, si on parle des paris, il y a plusieurs moyens qui sont développés par des systèmes de monitoring. Il y a des fédérations qui développent leur propre système, par exemple. Après, ça c'est côté paris. Après, si on parle de sur le terrain, comme c'est connu, par exemple, dans le football et le tennis, il y a des vidéos, le rugby aussi, il y a des vidéos sur qui se concentrent sur l'arbitrage, sur les actions sur le terrain, qui veut dire que si on soupçonne une action ou telle action ou autre qui pourrait être susceptible à une manipulation, on peut le revoir, et donc ça décourage, on espère, les criminels potentiels, les truqueurs potentiels de faire quoi qu'il en soit sur le terrain de jeu. Après, il y a aussi d'autres moyens technologiques autour. Parce que quand on parle du domaine de manipulation, on parle de la convention, on parle de domaine pas seulement sur le terrain, ça c'est trucage de match. Quand on parle de manipulation, on parle aussi de préparation, de comment des gens échangent, comment des gens abordent des athlètes potentiels via les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des moyens de suivre tout ça, mais ça dépend de la législation qu'on met en place, justement. Pour le Conseil de l'Europe trouve que c'est très important d'éduquer la jeunesse sur les dangers posés par ce phénomène. Avec nos ressources, etc., bien sûr, c'est pas possible de faire tout ce qu'on cherche à faire. Par contre, on peut mettre à disposition les aides pour que les États fassent ça. Il y a un article spécifique dans la Convention qui donne une obligation positive aux États membres de cette Convention et d'aider la mise en place des programmes d'éducation et de jeunesse. On facilite par nos projets, nos différents projets techniques d'assistance technique, l'échange des pratiques en cours qui ont lieu en ce moment, etc., pour qu'il puisse y avoir un échange, pour que les pays ne se sentent pas toutes seules à développer des programmes entiers. Donc on ne fait pas ça nous-mêmes, à aller dans les écoles, etc. Par contre, on facilite la possibilité via de la législation et soutien politique pour que ça arrive.